Handicap, l'entreprise inclusive, c'est pour quand? C'est le thème de notre débat aujourd'hui à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. 4 invités à ce débat, 4 femmes. Hélène Grimbel, bonjour Hélène, vous êtes déléguée régionale de l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées en Bretagne. Vous nous expliquerez de quoi il en retourne dans un instant. Ada Guerchouch, bonjour. Vous êtes coach sportif et égérie en quelque sorte de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous êtes le visage de cette édition 2020. Alexandra Guiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente handicap chez FIMAction. Alors FIMAction, c'est un spécialiste de l'externalisation des services aux entreprises. Ça se trouve à Caudan dans le Morbihan. Et puis Véronique Blaise, bonjour Véronique. Véronique avec son pull rouge, co-gérante de la carrosserie Joannick. Ça aussi, c'est dans le Morbihan, cette fois-ci à Vannes. Vous êtes donc une patronne qui nous expliquera son expérience d'emploi d'une personne atteinte d'un handicap, en l'occurrence un jeune atteint de surdité. L'entreprise inclusive, allez, on rentre tout de suite dans le sujet avec vous, Hélène Grimbel. Alors depuis 1987, ça fait 33 ans déjà, les entreprises privées et publiques de plus de 20 salariés doivent recruter au moins 6% de personnes handicapées. Est-ce le cas aujourd'hui? Pas tout à fait, pas encore. C'est un objectif qui a été fixé en 1987, vous l'avez dit, mais que nous n'atteignons toujours pas en France. Actuellement, nous sommes en moyenne un petit peu en dessous de 4%. Alors nous progressons, toute la société française, nous progressons lentement mais sûrement. Voilà. On peut plutôt noter que s'il y a une dizaine d'années, il y avait à peine un tiers des entreprises qui accueillaient une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, quasiment 9 entreprises sur 10 accueillent au moins une personne en situation de handicap. Mais quand même 4% au bout de 33 ans, c'est quand même pas un super score. J'imagine que vous devez être assez frustré, non? Oui, vous avez raison, mais l'important c'est de ne pas se décourager. Et en fait, on sait que quand on travaille sur des idées, quand on lutte contre les stéréotypes, quand on veut faire évoluer un état de fait, ça prend du temps de changer dans une société. Voilà, donc il ne faut pas perdre son objectif, il faut y croire, il faut porter cette idée d'une société inclusive et en conséquence une entreprise inclusive. Et du coup, on progresse, c'est ça le plus important. En fait. Mais je suis d'accord avec vous, pas assez vite. D'où un peu de frustration, en effet, peut-être. Ada Guerchouch, j'aimerais parler avec vous aussi. Est-ce que vous vous sentez frustré par ce faible pourcentage d'inclusion de personnes handicapées dans le monde de l'entreprise? Parce que le progrès, oui, mais pas au ralenti, j'imagine. Oui, alors je me sens pas forcément frustrée parce qu'il y a aussi dans l'entreprise parfois des salariés qui ont une situation de handicap et qui ne le disent pas. D'ailleurs, Alexandra en parlera mieux que moi. Le progrès, effectivement, le slogan « Le progrès, c'est moi », effectivement, on est tous le progrès. Et je pense que si je reste frustrée, je vais dégager des énergies négatives, alors que si je m'appuie sur le progrès, je serai plus dans du positif et je vais peut-être créer le 6%. Alors, on va regarder ensemble là une petite vidéo où on vous voit apparaître. Le progrès, c'est vous, c'est ce que vous l'avez dit, c'est ce que vous venez de dire. C'est un petit film qu'on voit sur le site activateurdeprogrès.fr. J'engage évidemment tous nos téléspectateurs à aller voir ce petit film. Allez, on regarde. Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Guerchouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Le progrès, c'est vivre hors de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. C'est le message que vous envoyez finalement aux valides. Prenez le temps de comprendre le handicap, osez travailler avec des personnes handicapées, sortez de votre zone de confort. Il y a ça, effectivement. Et de l'autre côté, je fais aussi de la prépa mentale.
la préparation mentale et physique pour accompagner justement les travailleurs handicapés à sortir de leur zone de confort pour éviter de rester en posture de victime vis-à-vis de leur handicap. En sortant de sa zone de confort, la proposition que je leur fais, c'est de faire de leur handicap un partenaire plutôt qu'un adversaire. Alors on va revenir sur ces 2 points avec vous, Alexandra. La première chose déjà, c'est peut-être parler de votre entreprise qui est plutôt modèle, hein, parce qu'on parlait du fameux 6% à obtenir de recrutement de personnes en situation de handicap. Vous, si mes chiffres sont exacts, vous êtes plutôt à 10%, donc largement au-dessus de l'obligation légale. Comment vous expliquez ça? C'est grâce à vous, puisque vous êtes la référence handicap et vous êtes RH. Alors, je ne m'attribuerai pas la couverture qu'à moi. Maintenant, c'est vrai que sur l'entreprise où je travaille, on a 2 entités juridiques, une qui est Fimaction, l'autre qui est Télémac. Et on est sur un type de métier qui n'a pas forcément une demande en termes de mobilité physique très exigeante, parce qu'on a surtout des postes en télémarketing. Et comme ce sont des postures assises, les personnes se sentent peut-être plus à l'aise de postuler au sein de notre entreprise, puisque en termes de mobilité, la demande va être moindre que sur un poste où on est en posture debout, je pense en production usine ou autre. Finalement, vos postes, vos métiers sont plus adaptés aussi, peut-être, pour recevoir des personnes en situation de handicap. En tout cas, les aménagements qu'on préconise sont plus faciles à mettre en place. Après, c'est vrai que nous, on a vraiment une politique très volontariste. Je pense que j'en suis un petit peu l'exemple, que je suis moi-même touchée par un handicap invisible. Et je n'ai eu aucune crainte de la direction de se dire « oulala, on est sur un profil cadre avec une jeune femme qui potentiellement pourrait avoir de l'absence, qui va avoir besoin d'hospitalisation. » Et pas du tout. En fait, eux, dès le départ, ils ont décidé de prendre ce potentiel comme un petit plus qui va permettre de prendre en considération vraiment la problématique de l'intérieur et de se dire ok, il y a des gens qui ont probablement des handicaps invisibles, qui sont éligibles à des RQTH, mais qui, en l'état actuel des choses, n'osent pas encore faire la demande, n'osent pas encore se déclarer auprès de leur entreprise. Et moi, j'ai pris le pari un petit peu risqué de me dévoiler, de me dire bon, ça tombe bien parce qu'on est dans la même équipe, et de se dire n'ayez pas de crainte de le dévoiler, parce que vous savez ce que vous vivez. Et en fait, à partir de là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, en off, parce que ça s'est fait petit à petit, parce que les dossiers sont longs à monter, et puis il y a quand même un cas psychologique à passer. Mais les gens, je pense qu'il y a eu peut-être un sentiment d'exemplarité et se sont dit ok, ce que tu me dis là, ça m'intéresse. Je crois que moi aussi, je suis éligible à une RQTH et on va en parler. Et quand Ada parlait de ne pas s'apitoyer sur son handicap, ça aussi c'est quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur. Oui, alors clairement, je rejoins Ada, mais à 10 000%, ça fait tellement plaisir d'entendre des choses comme ça, puisque oui, le handicap fait partie de ma vie, mais comme je dis souvent, ça fait partie de moi, c'est pas forcément la partie que je préfère de moi, mais c'est là. Donc en fait, à partir du moment où j'apprends à vivre avec et à plus à le voir comme un poids, déjà c'est aller vers l'acceptation de cette situation et par extension l'acceptation des possibilités que ma vie m'offre, donc aussi retourner vers le plan professionnel. Véronique, je me tourne vers vous parce que vous employez Denis, donc un jeune homme de 20 ans qui est sourd. Je l'ai rencontré, Denis, et ce qui frappe vraiment chez Denis, c'est que lui non plus, il s'apitoie pas sur sa situation. Il est vraiment venu vous voir avec l'objectif d'apprendre un métier, et c'est cette belle énergie aussi qui vous a séduit en lui. Ah, j'ai l'impression malheureusement que Véronique, vous m'entendez ? Bon, on va revenir vers Véronique un petit peu plus tard. Apparemment, elle a du mal à nous entendre. Donc, je reviens vers vous, Hélène. On parlait du seuil des 6%. J'ai envie de vous demander pourquoi 6%, pourquoi pas 10%, pourquoi pas 3%. Ce chiffre, est-ce qu'il a un sens particulier ?
Oui, alors figurez-vous qu'en toute humilité, je vais vous dire que je ne connais pas l'origine ou l'explication très précise du calcul. C'est un petit peu comme les 3% de Maastricht, là, c'est de déficit, Non, ça, non, non, c'est c'est sans doute un beaucoup repère, plus. mais on ne sait pas trop pourquoi il est là. Non, c'est pas ça. C'est que je ne suis pas capable de re-rentrer dans l'origine du calcul. En tout cas, c'est une proportion euh, du, de la population en situation de handicap qui Hmm. était à l'époque en capacité de travailler. Il y avait quelque chose autour de ça, d'une estimation de la population qui faisait valoir à travers des droits et du système de reconnaissance légale qui existait déjà, qui pouvait faire valoir à certains droits en matière d'insertion professionnelle. Et du coup, on est parti sur une évaluation de la proportion de cette population-là parmi les travailleurs, en quelque sorte. Voilà. Et je ne peux pas vous expliquer plus précisément le calcul. Alors, bon, on sait que le compte, donc on l'a dit, le compte n'y est pas encore. Quels sont les freins que vous identifiez à l'emploi des personnes handicapées? Ah, moi, je dirais vraiment que le premier frein, il a été déjà un tout petit peu évoqué là, à travers nos deux témoins concernés. Je crois que le premier frein, il tourne autour des idées reçues, euh, des représentations que nous avons, voire même des stéréotypes. Autour accueillir une personne en situation de handicap, là, c'est compliqué. Sans doute, d'abord, n'a-t-elle pas les compétences? Elle sera peut-être pas capable de tout faire dans ce que j'attends de la personne que je souhaite recruter. Et puis après, ça va être compliqué. Je vais pas savoir faire. Et puis de toute façon, ces histoires de santé ou de handicap, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Et du coup, je pense vraiment que le premier frein qu'il s'agit de dépasser, qu'il s'agit de faire lâcher complètement, c'est un frein autour de l'idée qu'on a. Et puis évidemment, après, il y a un deuxième frein autour des moyens dont on dispose en entreprise, et c'est les moyens humains, moyens financiers, c'est aussi la question du temps. Il faut du temps pour accepter d'accueillir une personne qui est un peu différente. Il faut du temps pour l'écouter, pour la rassurer, faire que toutes les conditions soient réunies autour d'elle pour qu'elle puisse exprimer ce dont elle a besoin. Et une fois qu'elle sera en capacité d'exprimer, il faut que l'entreprise ait le temps de l'écouter et ensuite d'inventer des solutions pour aménager, réunir toutes les conditions qui font qu'elle sera bien en entreprise et qu'elle travaillera comme une autre personne. En fait. Et vous connaissez Ce l'adage, temps-là, hein, c'est difficile, parfois on ne l'a pas. vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent. Finalement, cet effort supplémentaire que doivent fournir les entreprises pour intégrer des personnes handicapées, on ne peut pas le nier. Quel dispositif d'aide existe pour que l'entreprise y trouve son compte aussi finalement? Alors, c'était évidemment tout l'intérêt de la loi de 1987 qui crée aussi la GFIP. La loi de 1987, elle dit aux entreprises de plus de 20 salariés, si vous n'atteignez pas ce taux de 6% de masse salariale en termes de handicap, vous devez verser une contribution à la GFIP. Ça, c'est une vision très négative de la loi de 1987. La vision beaucoup plus positive... Qui a dû vous rendre riche quand même. Très riche, très très riche. Malheureusement. Oui, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent encore, peut-être. Le côté plus positif, c'est que l'argent collecté par la GFIP est redistribué aux entreprises ou aux personnes en situation de handicap qui souhaitent démarrer leur parcours professionnel, qui souhaitent accéder à une formation professionnelle ou qui souhaitent être maintenus en emploi avec quelques adaptations. Ça veut dire que la GFIP distribue en quelque sorte des aides financières, des aides techniques ou des aides humaines pour adapter les postes de travail, pour fournir des interprètes en entreprise, pour permettre à une personne sourde, par exemple, de pouvoir faire partie d'un collectif, de pouvoir suivre une réunion. Enfin voilà, on va passer par beaucoup de solutions techniques qui vont être supportées financièrement par la GFIP. En fait, c'est un travail qu'on appelle de recherche de solutions de compensation. Les entreprises ne sont pas soutenues financièrement par la GFIP parce qu'elles font l'effort d'accueillir une personne en situation de handicap. Voilà, ce n'est pas du tout le registre ou le ressort de la charité, mais vraiment la GFIP intervient pour aider financièrement une entreprise quand elle cherche une solution pour compenser le handicap et faire que l'individu en situation de handicap soit avant tout en capacité de mettre en œuvre les compétences qui sont les siennes au sein de l'entreprise. Alors, je vais essayer de revenir vers Véronique. Vous m'entendez, Véronique ? Je vous entends maintenant, c'est bon. Ah, formidable. Alors vous, dans votre entreprise, vous employez donc un jeune homme sourd en contrat de qualification de carrossier peintre. Clairement, le former, ça demande plus d'efforts que pour un valide, non ? Bien sûr. Mais déjà, à la base, pour pouvoir l'intégrer, ça demande plus d'efforts.
Et d'habitude, un apprenti, on le laisse faire, on le laisse arriver, c'est lui qui fait toute la démarche pour intégrer une entreprise. Là, il a fallu vraiment que je bataille pendant 2-3 mois avec tout un tas d'organismes parce que j'ai découvert le monde de l'handicap via Denis. Et il a fallu vraiment que je trouve les bons interlocuteurs. Donc j'ai rencontré la GEFIP aussi, d'un point de vue téléphonique, et c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'avancer sur le dossier, de comprendre les mécanismes pour que Denis puisse intégrer correctement l'emploi et surtout le contrat de qualification. Pour moi, c'était primordial, justement, quand vous parlez d'aide, c'est super, c'est vrai, mais qu'il puisse avoir un interprète pendant ses cours. Parce que l'embaucher juste pour l'embaucher, c'était pas une problématique, c'est un contrat. Mais par contre, pour nous, c'était extrêmement important que pendant sa scolarité, pendant les cours en faculté, il y ait un interprète pour pouvoir acquérir vraiment tout l'apprentissage dont il a besoin. Mais pour une entreprise comme la vôtre, une petite structure qui dispose pas forcément de services RH rompus à élaborer des dossiers, des demandes d'aide, vous trouvez quand même que ça reste compliqué, qu'il manque peut-être un interlocuteur unique qui puisse fédérer un petit peu ces associations et qui puisse mettre de l'huile dans les rouages, accélérer tout ça? Alors peut-être manque-t-il un interlocuteur. Après, mon manque de connaissances, parce que c'était vraiment novateur pour moi d'embaucher quelqu'un qui avait un handicap, il a fallu vraiment comprendre déjà les rouages, quels étaient les bons organismes à qui s'adresser. Donc une fois que j'avais trouvé les bons organismes, j'ai rencontré des gens qui étaient formidables à chaque fois et qui étaient motivés. En même temps, j'étais extrêmement motivée parce que je rejoins tout à fait les deux interventions préalablement. C'est une motivation déjà personnelle. Moi, Denis m'a donné envie d'aider. Effectivement, il a surpassé son handicap aussi d'un point de vue mental, même s'il est malentendant, c'est un interprète, mais ça l'a pas arrêté. Et effectivement, pour moi, c'était la base que lui avait l'envie et la force. Et effectivement, moi, je me suis dit, mais oui, il a l'envie et la force. On se doit de faire la même chose pour aller dans le bon chemin commun. Donc, on passe toutes ces étapes. On les passe avec lenteur, forcément, parce qu'on contacte beaucoup de gens. Ouais, on comprend bien que c'était un coup de cœur vraiment cette embauche de Denis. Alexandra, vous êtes donc référente handicap dans votre entreprise, c'est ce que je disais en début de ce débat. La reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est vécu comme un soulagement ou une épreuve pour les salariés? Parce que finalement, c'est un peu difficile quand on est, entre guillemets, dans le monde des valides, de se trouver du jour au lendemain labellisé handicapé. Il y a un chemin à faire. Oui, alors clairement, je pense qu'il y a une étape psychologique à passer de se dire, ok, là, en l'état actuel des choses, j'ai une pathologie, j'ai eu un accident de la vie qui fait que j'ai une incidence sur ma vie professionnelle, personnelle. Et en fait, faire le choix et le cheminement de se dire, est-ce que je prends le pari, entre guillemets, de l'équité, de le dévoiler pour bénéficier de cette compensation ou non? Alors, il y a souvent en fait ce cap psychologique à passer, qui n'est pas nécessairement évident à passer pour tout le monde, mais une fois qu'il est, je pense qu'il y a une forme de soulagement quand même qui s'opère chez les gens. C'est une façon de dire aux autres, je souffre, tu ne t'en doutais peut-être pas, mais là aujourd'hui, ce que je vis c'est reconnu et je sais que je peux bénéficier d'un accompagnement qui va m'aider à pallier justement à ce handicap que la vie a mis devant moi. Ada, je reviens vers vous parce que savoir accepter et composer avec son handicap, voire même le surmonter, c'est une force extraordinaire finalement. Ça demande un mental d'acier. Moi, comme ça, je me dis, ça a même de séduire des patrons, non? D'avoir quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas baissé les bras et que c'est un battant ou une battante. Complètement. Et là, j'écoutais avec grande attention Alexandra. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision. Accepter, je sais pas si vraiment on accepte, mais c'est plutôt comment je fais avec. Et quand le recruteur a en face de lui une personne qui a sa culture du handicap, tout à l'heure vous parliez du monde des valides et moi je rajoute le monde des handis. Et je pense que pour bien l'apprivoiser, cet handicap, c'est vraiment quelle image j'ai de moi. Si je pense que je n'ai plus de valeur ou j'ai peu de valeur parce que j'ai un handicap, et bien en face de moi,
je ne vais pas attirer un recruteur qui a envie de me garder ou en tout cas de m'embaucher ou de me donner une chance. Je pense que dans le recrutement, il y a cette partie-là qui me semble intéressante à travailler, c'est l'estime de soi. Mais autant de la part du travailleur handicapé que du recruteur. J'écoutais aussi Véronique, ce qu'elle a décrit. Eh ben, ça montre que Véronique, avec elle-même, elle est OK à l'intérieur d'elle-même et qu'elle a accepté, ça veut dire qu'elle a assez de force intérieure pour prendre des risques. Ça veut dire qu'elle a ce pouvoir de pouvoir changer les choses et il a fallu vraiment qu'elle soit très volontaire pour continuer parce que c'est vrai que c'est toute une paperasse. Cette semaine, j'ai eu 2 coachings avec 2 personnes qui avaient une possibilité d'embauche et ça n'a pas abouti à cause de la paperasse. Je préfère dire ce mot-là. Et quand vous proposiez, pourquoi pas un interlocuteur, une association, moi je trouve que votre idée est excellente. Si vous pouviez y avoir quelqu'un qui serait là juste pour décoder tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir faciliter le recrutement, c'est dommage de découvrir qu'il y a encore un frein. On va parler d'argent, mais il y a aussi le frein de tous ces dossiers à constituer. Voilà. Alors, vous parliez d'estime de soi. Je pense que la natation a été beaucoup aussi pour reconquérir cette estime de soi. Je rappelle quand même que vous êtes double médaille olympique, c'est ça? Oui. En natation. Oui. Ça a été un vecteur pour vous de regain d'estime de soi, j'imagine. Complètement. Moi, la natation, le fait de faire du haut niveau, ben là, j'étais avec l'élite du mondial, du monde des handis, et de faire partie de l'élite, forcément, ça rehausse l'estime de soi. Et là, parce que mon corps m'appartenait, et puis pendant que je m'entraînais, mon handicap devenait mon outil de travail. C'est ce que je fais aujourd'hui aussi, le fait d'accompagner des travailleurs handis. Mon corps, je le connais et je sais ce que je peux faire. Et quand il y a un handicap qui soit visible ou invisible, Alexandra me dira si c'est OK pour elle. Mais si je vis dans l'indifférence de mon corps, c'est mort. C'est mort. Ce qui est important, c'est vraiment être ami, pour être super pote avec son handicap, c'est ami avec l'esprit, le corps et le cœur, je rajoute. Alors bon, avec cette interpellation, je suis obligé de vous céder la parole, Alexandra. Justement, les mots là que dit Ada, ça résonne en vous effectivement de cet accept. Voilà. Ah bah complètement, parce que moi, si vous voulez, j'ai une pathologie dégénérative depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai clairement été très fâchée contre mon corps. Vraiment, les premières années ont été compliquées. Mais je lui parlais, là on parle de cette façon, parce qu'effectivement je lui parlais à la 3e personne. Je disais que j'étais pas contente avec ma vie, que j'étais fâchée, et ça fait une dizaine d'années, je dirais, où j'ai fait une psychothérapie, je suis très à cheval sur le développement personnel, et on s'est réconciliés tous les deux. Mais effectivement, il y a aussi un besoin de se réapproprier son corps avec le handicap, et une étape qui est quand même qui peut être compliquée à passer. Ouais. Alors, on va, avant de parler, parce que ça me semble important, d'éducation, je veux revenir un instant avec vous, Ada. Vous avez une position aussi aujourd'hui un peu particulière, parce que vous êtes coach, donc à la fois pour des personnes valides et à la fois pour des personnes handicapées. Vous avez donc ce double regard, entre guillemets, en tant que coach sportif, vous travaillez avec tout le monde. Est-ce que vous direz que les préjugés ont la vie dure, ou est-ce que le regard sur le handicap est en train de changer? Alors pour moi, sur un plan intellectuel, je dirais qu'il y a une énorme évolution. Les mentalités ont réellement changé. Après, de l'autre côté, j'ai le sentiment que le monde du handicap retient certaines choses
euh, il il y a la culture du handicap qui dit que même la MDPH le fait avec une personne handicapée, elle va lui dire, tu sais, tu as droit à ça, ça. Et je pense que là, on a à travailler justement par rapport à ces idées reçues, c'est qu'une personne handicapée, elle n'a pas que des droits, elle a des devoirs. Et ça commence à être nouveau. Autant du côté du monde valide, aujourd'hui, le handicap ne pose pas tant de problèmes que ça. Après, si c'est pour l'embauche, c'est autre chose. C'est comme une famille qui dirait, moi, j'ai pas de problème avec les Noirs. Et le jour où l'un des enfants vient avec un Noir, peut-être que la famille, elle sera pas contente, hein, on sait pas. Donc, c'est loin. Mais je pense que nous, là, je prends une part de responsabilité. Je m'associe au monde des handis. Des fois, on aurait tendance à pas voir tout partir parce que des fois c'est bien de pouvoir aller au foot gratos, c'est bien d'avoir des avantages et je crois qu'on a grandi avec cette association handicap avantage ou handicap privilège, ouais, plus handicap privilège. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers quel avantage a l'autre à embaucher une personne handicapée ou à travailler avec, ou à se marier avec, pourquoi pas. Enfin, quel avantage il y a à avoir un handi? Moi, mes potes valides, je leur dis toujours, faut avoir un pote handi avec soi. Hein. C'est vraiment pratique. Véronique, j'ai répondu à votre question. Ah, mais si, tout à fait. Véronique, alors, êtes-vous avec nous ou pas? Vous nous entendez? Il a coupé son micro. Ah, je crois que vous avez coupé votre micro, malheureusement, Véronique. Alors, hop, petit réglage. Ça y est, on la voit. Hop. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler? Il est beau, le sourire. Oui, alors ça, il y a du sourire. Mais on aimerait bien avoir le son aussi. Vous pouvez nous dire quelques mots? Je peux pas. Ah, malheureusement, j'ai l'impression que malheureusement, vous avez coupé votre micro. En tout cas, c'est ce que nous, on voit de notre côté. Alors, du coup, tant pis, hein, j'essaierai un petit peu plus tard pour Véronique. Je vais revenir vers vous, Hélène. Je disais que c'est important qu'on parle d'éducation quand même, parce que finalement, c'est peut-être de là où s'aggrave l'inégalité, la perte de chance pour les personnes handicapées. On le voit plus tard souvent, mais voilà, vous me donniez cette statistique hein, juste avant cette petit débat. Seulement 36% des demandeurs d'emploi handicapés titulaires d'un baccalauréat, alors que c'est plutôt 53% chez les valides. Bon voilà, tout commence à l'école, c'est vraiment le vecteur du changement et c'est peut-être là aussi qu'il faut que ça bouge. Oui, et je pense que c'est en train de bouger, vraiment, parce qu'il y a une pression de la société et pour ce qui concerne l'école, c'est une demande très très forte exprimée par les parents d'enfants porteurs de handicap qui souhaitent que leur enfant intègre un parcours éducatif le plus commun possible et que leur enfant, tout particulier qu'il est, puisse intégrer ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Ça, c'est valable depuis quelques années. On voit bien aussi, par ailleurs, la difficulté des instituteurs, des enseignants, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, à accueillir ces enfants parce que de toute façon, ça nécessite une formation. Il faut être en capacité de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. Ce qu'on disait pour l'entreprise, on peut le dire aussi évidemment pour l'école. En tout cas, ça progresse plutôt vite dans l'institution scolaire. En conséquence de quoi, depuis quelques années, on voit arriver dans le monde du travail, à l'issue de la formation initiale, des jeunes gens qui, dorénavant, porteurs de handicap, sont qualifiés et qui, parce qu'ils ont vécu une première partie de leur vie à l'école dans des conditions communes, comme tous les autres élèves ou tous les autres enfants, aspirent à une insertion professionnelle, comme monsieur et madame tout le monde, en fait. Et ça nous met aussi, nous, dans l'obligation, nous, les acteurs du monde de l'emploi, les acteurs
de la formation, les acteurs, les accompagnateurs de ces parcours-là, ça nous met dans l'obligation de fournir non plus des réponses adaptées qui ne seraient valables que dans le milieu protégé, mais vraiment, et c'est l'objet de la GFIP, de fournir des solutions aux entreprises en grande quantité pour qu'elles puissent accueillir tous ces jeunes gens nouvellement qualifiés. Voilà. Véronique, je reviens vers vous parce que cette fois-ci, je crois que votre micro est allumé. Ouais, normalement, ça marche. Normalement, on vous entend. Parlez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là. Moi, je suis là. Parfait. Bon, alors, il nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Je voulais vous demander tout simplement vous poser une question très concrète, puisque vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que c'est rentable d'employer une personne handicapée pour vous? Est-ce que, par exemple, Denis, pour vous, c'est un investissement rentable en tant que chef d'entreprise? Alors là, je dirais que c'est un petit peu prématuré. Après, pour moi, un handicap, ce que je disais, on en a tous un petit peu, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Si on s'arrête en handicap, on se coupe de la progression et de l'ambition qu'on puisse avoir. Quel handicap qu'on ait. Après, c'est vrai que dans notre profession, effectivement, par exemple, on aurait peut-être pu prendre certaines personnes avec certains handicaps parce qu'il y a des conditions et des obligations physiques. Nonobstant, dans le cas de Nice, je pense que, eu égard à sa volonté, tout est ouvert. Dès lors que quelqu'un a envie, a ambition et a toute volonté à faire les choses, on dit toujours qu'il y a que les hommes qui peuvent déplacer les montagnes, mais oui, effectivement, on peut dépasser tout ce qu'on a dépassé, quel que soit l'handicap qu'on ait. Donc oui, je pense que Denis pourra devenir rentable autant que quelqu'un, peut-être avec un petit peu plus de temps, mais on est dans des métiers manuels, donc sa performance ne pourra pas être mise en compte eu égard à son handicap. Peut-être la formation sera un peu plus longue, mais pour moi, pas pour cet handicap-là. Eh bien, merci. Je pense que ça peut être généralisé. Merci Véronique. Une dernière question à toutes. Finalement, là, l'année 2020, on sait, elle est vraiment spéciale. Hein. On a vécu un confinement au printemps, on est reconfiné actuellement. Quand on parle d'emploi, de handicap, est-ce que ça vous fait peur? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, est-ce que le monde les personnes handicapées vont payer? On a des entreprises qui, là, vont vouloir faire des économies, casser les coûts. On parle déjà de licenciement de toute façon d'une manière générale. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait de la casse? Personne ne veut s'exprimer. Je peux commencer? Ben, allez-y, Ada. Moi, je pense que je crois vraiment à la pensée créatrice. Si je suis en train de stresser dans ma tête, si je suis dans la tête, si j'ai peur, je vais vibrer la peur. Donc, je vais attirer de la peur. Je crois que l'être humain, il est incroyable, il a une capacité à rebondir. C'est sûr que pour la population, puisque c'est notre sujet, des personnes handicapées, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais je pense que c'est l'occasion pour elles de s'armer un peu plus. Et là, je vais parler de sport, hein, parce que j'ai vraiment ce message à faire passer. Tout à l'heure, Hélène parlait des scolaires handicapés. Et ce qui m'embête pour ces jeunes, c'est que pour qu'ils puissent être à l'école, et on a supposé qu'ils seraient fatigables pour certains, parce que je les vois, hein, je les fréquente, on les met en fauteuil électrique, et si on leur apprend pas à pousser leur fauteuil et à faire un peu plus de sport, je sais pas comment il va pas avoir de difficultés pour intégrer une entreprise en fauteuil électrique. C'est juste un détail, mais j'avais besoin de le dire au moins une fois. Arrêtez de surhandicaper les personnes. Voilà. Alors, arrêtons les prophéties autoréalisatrices, hein, les mauvais présages sur l'avenir, et voilà, on est d'accord. Eh bien, merci à tous. Inch'Allah. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est jusqu'à dimanche 22 novembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site activateurdeprogrès.fr. Vous verrez un super film avec une belle photo d'Ada aussi. Mais le combat pour une entreprise plus inclusive, on le sait tous, c'est tous les jours de l'année, évidemment. Merci à toutes. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.